On a livré la marchandise. Moi, je suis vraiment fier là, de ce qu'il y a eu pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les députés de la CAQ, Éric Girard, Yannick Gagnon ainsi que Nancy Guillemette, ont dressé leur bilan de mandat. À leurs yeux, les dernières années demeurent relativement positives malgré quelques tempêtes. Et d'après la députée de Roberval, Nancy Guillemette, la population ne peut faire qu'autrement qu'être d'accord avec ce bilan. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On peut pas c'est ce qui est là. Donc, je pense que la population ne peut pas ne pas être d'accord, là, parce que, c'est je pense que dans les dernières années, on est un des gouvernements qui en a apporté le plus dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est très fiers, là, les 3 députés de notre bilan régional. Je quitte, puis Éric aussi, je suis certaine. On quitte avec un excellent bilan, mais maintenant, faut laisser la place aux autres. Puis, c'est correct comme ça. On va appuyer notre collègue Yannick. Les députés caquistes de la région mettent de l'avant des initiatives telles que les investissements qui sont prévus aux hôpitaux de la ville de Saguenay. Également, le projet de loi 11 qui vise éventuellement à faire une réforme du régime forestier. Plusieurs investissements également en services sociaux. Et la députée de Chicoutimi, Marie-Carline Laflamme, pour le Parti québécois, admet qu'il y a du bon dans le bilan caquiste, mais apporte un peu de nuance à ce bilan. Bien, évidemment, je ne suis pas complètement négative parce qu'on a eu dernièrement notamment de belles annonces concernant le bloc opératoire de Chicoutimi puis l'urgence de Jonquière. Mais globalement, il faut se rappeler aussi que la CAQ n'a pas livré sur de nombreux dossiers. Moi, je pense qu'il y avait des leviers qui n'ont pas été utilisés. Au niveau des tarifs, il y avait des messages envoyés à la communauté, aux communautés forestières, à l'industrie aussi, pour travailler de pair avec eux, pour trouver des solutions. Et ça n'a pas été fait. Oui, il y a eu des réalisations, mais qui sont vraiment pas à la hauteur de ce à quoi la population pouvait s'attendre en élisant 5 députés de la CAQ. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Les grandes quantités de pluie qui sont tombées sur le Québec dans les derniers jours ont laissé les champs dans un état préoccupant. Ajoutez à cela l'immense variation de température. Les agriculteurs doivent donc composer avec de nombreux défis pour maintenir leur culture en bonne santé. Pour la ferme La Rouquine à Saguenay, le retard commence à se faire sentir. Tu l'as bien dit, en montagne russe. On a eu beaucoup de difficultés. À un moment donné, il y a eu beaucoup de chaleur. On avait plus de difficultés à planter parce que c'était très sec. Alors, mais là, c'est comme l'exagération dans la pluie. Là. Il y a beaucoup trop de pluie. C'est sûr que dans les champs, il y a un peu de retard, un petit peu. Mais on est quand même juste à la fin juin. Là. C'est pas encore catastrophique. J'imagine que s'il pleut, il y a moins de monde, peut-être? En fait, les clients sont au rendez-vous quand même parce qu'ici, à la ferme La Rouquine, ils viennent rechercher une atmosphère qu'ils n'ont pas dans une épicerie. Jusqu'à maintenant, plus de pluie que ce qui tombe dans une saison normale de tomber depuis le début de la saison. En Estrie, la pluie n'a pas épargné les agriculteurs. Plusieurs champs ont été partiellement inondés dans la région, même que plusieurs producteurs de foin sec craignent même un retard par rapport à la récolte du fourrage. La bonne période pour faucher était les 2 dernières semaines et on n'a presque pas eu de temps pour faire ces fauches-là à cause qu'il pleuvait à presque tous les jours et il pleut encore presque à tous les jours. Surtout quand on fait du foin sec, on souhaite avoir au moins 3 jours de beau temps. Ça prend une journée juste pour retirer l'eau qu'il y a dans les champs un peu, là, puis par la suite, mais il faut que ça sèche. Là. Actuellement, on voit beaucoup de cultures, beaucoup de champs que le maïs, au lieu d'être vert, il est jaune, puis il ne sait pas trop quel bord qu'il va prendre. Quand ça dure trop longtemps, là, il va manquer d'oxygène dans le sol, puis on va perdre des rendements. Et ça favorise aussi les insectes dans les cultures. Que ce soit maraîcher, grande culture. En Mauricie, le constat est semblable. Même si la région a été épargnée par les inondations qui ont touché certains secteurs du Québec, les pluies laissent les champs humides et compliquent la récolte du foin. Normalement, à la même période, l'année passée, on avait presque terminé. Puis là, cette année, on a à peu près le tiers avec aujourd'hui, là, du foin fait, de pressé. La qualité du foin pour les vaches laitières et pour certains animaux, là. Et puis là, il n'y a pas de solution miracle. Les producteurs doivent s'adapter à la météo et attendre que les conditions soient favorables. Et cette attente amène son lot de stress en cette période de l'année. Je ne vais pas me plaindre pour que je me plaigne, là, mais c'est difficile. Je n'ai frappé des années très difficiles. Puis vous dire, ça prend 4-5 ans à se replacer de ça. Moi, je regarde surtout la relève. Je lui souhaite bonne chance. Puis j'aimerais bien ça leur aider, mais ça ne sera pas facile. Parce que manquer une année, là, quand tu es jeune, là, c'est... Je l'ai passé par là, je sais quoi, moi, t'as dit.
Fait que c'est très difficile. Et même si d'autres averses sont prévues dans les prochains jours, les agriculteurs gardent espoir de voir le soleil revenir rapidement. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Masquinongé, Coralie Morancy pour Nouveau Info. On veut construire à côté de chez moi. Oui. J'aimerais ça qu'on aille sur votre terrain. Ah, il n'y a pas de problème. Il va y avoir maintenant un immeuble de 4 étages directement à côté de chez vous. Oui. Et derrière, là, oui, 8 étages. Donc, on passe d'un voisin à 90 oui, en l'espace de 2 ans. Oui, c'est ça. Le projet, c'est celui du groupe Marcil. Le promoteur prévoit la construction de 90 unités de logement à l'intersection du boulevard Laframboise et de la rue Gauthier, à un jet de pierre de l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et ça ne passe pas pour les résidents du quartier résidentiel tout près. Ce qu'on veut prioritairement, c'est vraiment de conserver la nature de nos quartiers. Présentement, pourquoi on s'est opposé vraiment au projet du 2800 à la Framboise? C'est vraiment à cause de l'impact que ça va avoir sur tout le quartier. C'est comme un précédent. Le projet, là, le 8 étages, là, il va être là. Parce qu'imaginez, ça, c'est un étage et demi environ. Oui. Là, il va en avoir 8 étages de haut, avec des balcons. Ben, l'impact majeur de mon côté à moi, personnellement, là, en tant que propriétaire, évidemment, c'est l'intimité. Deuxièmement, sur la valeur de ma maison. Parce que quelqu'un m'a mentionné qui est agent d'immeuble que ça peut avoir une incidence de 10 à 15 et peut-être plus. Parce qu'évidemment, l'acheteur, quand il va arriver en arrière, évidemment, c'est visible. C'est une pollution en termes de bruit. Parce que c'est certain que le bruit va augmenter, ça, à coup sûr. Alors, c'est des éléments, je veux dire, qu'on ne peut pas négliger, c'est certain. Une femme qui habite dans le même secteur est solidaire de ses voisins. Elle qui habite depuis des décennies derrière un immeuble à logement. Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer aux promoteurs? Je dirais, est-ce que vous aimeriez ça? Venir habiter ici où je suis. Le regroupement citoyen n'est pas contre la densification, mais souhaite qu'elle soit réalisée en respectant les habitations et les milieux de vie autour. Pour la ville de Saint-Hyacinthe, la construction de logements doit répondre à certains critères. Puis la densification, on essaie de la planifier dans les axes où on a du transport en commun, près des institutions, près des centres commerciaux, près des commerces, parce que c'est à ces endroits-là qu'il faut densifier tant qu'à moi. Est-ce que la maison va être encore accessible? Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup dans 10 ans, dans 20 ans? C'est sûr qu'il va toujours rester quand même la majorité là, de ce qui existe déjà. C'est sûr que, par contre, au niveau de la construction neuve, il faut s'attendre à peut-être des plans qui vont être beaucoup plus denses. Donc, on pourrait penser à soit de la maison jumelée, justement, ou avec des petits blocs autour. Maintenant, une consultation citoyenne a eu lieu concernant les grands projets urbains de la ville de Saint-Hyacinthe à la fin du mois de mai. Le promoteur a souligné que cette rencontre a permis d'aborder plusieurs enjeux importants pour le secteur et de poursuivre les échanges entourant l'intégration du projet dans son environnement. Ça se pourrait que quelqu'un puisse me demander une tasse de sucre parce qu'il y en manque. De sa fenêtre à la vôtre? De sa fenêtre à la mienne. Tout à fait. OK. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Dans la dernière année, ils ont augmenté le loyer de 6,5 %. Fait que je trouve que Montréal, c'est quand même intense. Un nouveau rapport vient de sortir sur les villes les plus abordables pour 2026. On t'allait demander aux gens s'ils savent c'est où le moins cher. Je dirais, moi, je connais le Vieux-Hall, puis je trouve que c'est abordable. Québec. Des villes comme Chicoutimi, des choses comme ça. J'en ai aucune idée. Je vis ici, là, mais je dirais qu'à Montréal, il faut que ça change. Cette année, à Montréal, le prix moyen pour un 3,5 s'élève jusqu'à 1 530 $. Mais pour Trois-Rivières, pour exactement la même chose, un 3,5, le prix moyen du loyer par mois s'élève à 980 $. Moi, je suis étudiante, puis j'habite dans un studio, puis mon loyer me coûte 1 189. 155. Pour un genre de petit loft qu'ils appellent. Ben, les propriétaires, la hausse des logements. 48 % des gens interrogés dans le Grand Montréal envisageraient de s'installer dans l'une des 15 villes les plus abordables au Canada si elles parvenaient à trouver un emploi ou à travailler à distance. Puis est-ce que tu serais ouvert à aller justement à Trois-Rivières ou à Sherbrooke pour payer moins cher, justement que ce soit plus abordable si tu avais une job où tu pouvais travailler à distance? Non, simplement parce que je valorise beaucoup comme être près de ma famille puis mes amis. Fait que pour moi, ultimement, ça va être Gatineau, Ottawa. Beaucoup la ville de Montréal, j'aime beaucoup l'ambiance, fait que non, je déménagerai pas. Selon le rapport, 77 % de la génération Z sont plus enclins à envisager l'achat d'une résidence principale à l'extérieur de leur ville de résidence actuelle. Et toi, serais-tu ouvert à déménager dans une ville plus abordable pour un loyer plus bas? Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.